Alors, tout le monde parle d'un remaniement. Le chef de l'État, dans son discours d'investiture, a parlé d'une union sacrée. Et derrière union sacrée, certains réfléchissent déjà sur le gouvernement et pensent même à la possibilité d'un gouvernement d'union nationale dans le contexte actuel et au regard des résultats de la dernière élection présidentielle. Est-ce qu'un gouvernement d'union nationale pourrait être convoqué et pourrait être utile? A-t-on besoin d'un gouvernement d'union nationale? Yvan Dylan-Mollet, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Désolé une fois de plus. Dans tous les cas, vous êtes là. Le Kajo au Cameroun, c'est pas évident. Dans tous les cas, vous êtes là. C'est notre pays. On va faire avec. Voilà, vous êtes président national du CNPC, qui veut dire Conseil national des patriotes et civils du Cameroun. C'est quoi? C'est une organisation de la société civile qui œuvre aussi pour la promotion des valeurs citoyennes et la et le respect des valeurs républicaines. D'accord, les valeurs républicaines. Sur la question Hubert Volo, a-t-on besoin d'un gouvernement d'union nationale? Je ne sais même pas qui est venu avec l'affaire de gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire qu'on était dans une élection, il y a un candidat qui a été proclamé élu à 53, je crois 66%. Oui. Tout le monde estime qu'il a gagné, du moins ses partisans estiment qu'il a gagné. Il a gagné. Il y a une autre frange qui estime que la victoire a été volée. Il y a même une troisième frange qui ne s'exprime pas sur la question. Et aujourd'hui, ce qu'on attend logiquement, puisque la République a repris son cours normal, c'est un gouvernement, tout simplement, qui vient s'inscrire dans la vision du candidat qui a été proclamé élu. Donc la question du gouvernement d'union nationale, pour moi, ça n'a pas de place alors nous parlons. Le gouvernement d'union nationale va s'inscrire dans la logique des choses qui ont contribué à diviser ce pays. C'est-à-dire que on fait un gouvernement, on l'agrandit un peu plus, éventuellement, pour récompenser, contenter les gens qui veulent le pouvoir et Y, ça et là. Sauf que le principal acteur, alors nous parlons, Issa Chiroma, lui il était au gouvernement. Je ne sais pas dans l'Union nationale, parce que c'est lui qu'il faut minimalement contenter. Lui, il était au gouvernement. Il n'a même pas été limogé. Il a décidé de sortir de lui-même. Et il s'en va 30 ans après, ou 25 ans. De toute façon, il a fait 3 ministères. Et dans chaque ministère, il n'a pas passé moins de 7 ans. Emploi et autres, là où il était là, fait 7 ans. Avant, c'était la communication. Avant ça, c'était le transport. Donc, si c'est pour Issa Chiroma qu'on veut faire le gouvernement d'union nationale, c'est sans objet. Il ne devrait pas, en principe, ne doit pas venir, puisque lui, il était allé dans le gouvernement. Donc, ce n'est pas la place de membre du gouvernement qui l'intéresse. Il n'était même pas pressenti pour partir, au vu de ce qu'il a fait d'abord 25 ans, et qu'il était un allié fidèle. C'est les autres même qui sont les membres du RDPC qui pouvaient partir. Donc, moi, de mon point de vue, le problème qui est sur la table, le vrai problème, qui pourrait faire l'objet d'une véritable accalmie, ce n'est pas le gouvernement d'union nationale. C'est les garanties que le président Biya, après avoir prêté serment, doit commencer à aménager une porte de sortie de manière visible. La porte de sortie ou bien des réalisations? Porte de sortie, je vais citer un ensemble de choses. Je commence par la porte de sortie. Deuxième chose, la restructuration de l'État, l'appareil étatique, avec ses institutions. La question du code électoral est l'une des questions qui divise les Camerounais de manière profonde. Et quand on va dans une élection, comme celle qui arrive, vous avez beau entendre les déclarations de candidature, nous y sommes déjà, mais il y a un problème sérieux, c'est le même code électoral qu'on va appliquer. Vous avez beau contrôler vos votes au niveau local, dans une commune, à Lobo, par exemple. Il n'y a que si vous contestez, c'est le procès verbal de l'état qui fera foi. Même si vous allez où. Et l'affaire étrangère, on va vous demander de respecter la loi. La troisième chose, c'est le Conseil constitutionnel.
il faut que le Conseil constitutionnel, ses membres bénéficient d'un maximum de crédibilité. Donc vous êtes plus dans les réformes institutionnelles il n'y a que ça. Dans le débat sur le gouvernement. C'est la distribution du pouvoir du gâteau national qui n'a pas un réel impact sur, même seulement sur les électeurs. Il ne faut pas parler de non-électeurs ou encore des plus jeunes. Par exemple, un homme, M. Bidjima, ministre, vous voyez, il sourit, vous voyez le contact. Il ne cache pas dessus. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est bien. C'est moi qui parle. C'est un homme, M. Bidjima, ministre. Dans la configuration, pas forcément ce qu'il va faire. J'ai beaucoup de respect pour l'aîné qu'il est. Mais les réjouissances vont partir de ceux. Parce que ça c'est pas nouveau. Je me rappelle quand on a nommé le ministre Zouani, il n'est pas très loin de chez moi. On a fait le MES. On a vu des amicales naître, amicales des anciens camarades de Michel Zoua. Beaucoup moyen d'eux. Mon père était d'ailleurs dans cette amicale parce qu'il a été son camarade. Vous voyez? Donc voilà des choses. Mais est-ce que ça aura un impact large? On n'a donc pas besoin de ça. Il faut qu'au niveau du Conseil constitutionnel, on voit des gens qui dégagent une confiance. Quand vous avez le président actuel, sa femme est députée, c'est son droit le plus absolu. Ses enfants sont militants d'un parti. Ils célèbrent tous dans une même maison. Vous me direz que c'est leur droit. Mais nous, l'information, l'image que ça renvoie, met en doute. Du coup, on commence à contester. D'accord. C'est la restructuration. A-t-on besoin d'un gouvernement d'union nationale? Et c'est un sujet hors sujet, comme semble le dire Hubert Volot. Alors, Jean-Jacques Biya. Le président Paul Biya n'a que fait ça. Le gouvernement d'union. Durant je crois c'est 34 35 gouvernements, parce qu'à un moment donné j'ai arrêté de compter, donc parce que je me suis fatigué de compter le nombre de gouvernements qu'il a pu utiliser en 43 ans. Et aujourd'hui il est question pour le Camerounais que je suis et pour le Camerounais que nous sommes de voir une réforme structurelle, une réforme structurante de la gestion, de la gouvernance du Cameroun. Parce que la gouvernance du Cameroun est à un tel point d'inertie critique qu'on peut vivre actuellement au Cameroun sans gouvernement. Parce que est-ce qu'en intégrant je veux dire un gouvernement d'union nationale, est-ce qu'on ne peut pas impacter et obtenir la gouvernance que vous souhaitez? Si la gouvernance d'union nationale est de faire ce que M. Paul Biya fait depuis, ça veut dire prendre des hommes politiques dans les partis d'opposition ou bien des hommes politiques qui ont fait trop de bruit, les mettre au gouvernement, ça ne sert à rien. Puisque là déjà, il a fait Jean Jazé. À la sortie de la tripartite, il a fait entrer des gens de l'UNDP, de MDR et tout. On a retrouvé les Bilobouba et tout ça, les Issa Chiroma, on les a retrouvés dans le gouvernement. De l'UPC. Il a déjà eu à faire cela. Mais cela a créé quoi? Cela a créé de l'immobilisme, Jean Jazé. L'immobilisme parce que des gens ont des postes ministériels. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ministres. Il est ministre parce qu'il a été un homme politique. Il a fait une vidéo sur TikTok et sur Facebook. Il a crié, il a grondé. Il est ministre. Quand on demande maintenant d'implémenter la vision, il n'a pas de vision. Moi, je pense plutôt à un gouvernement de transition technique. C'est-à-dire un gouvernement qui allie la gestion et la technicité. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a des Camerounais, que ce soit dans le RDPC, qui ont le talent et la capacité d'implémenter une certaine vision. Parce que le gouvernement d'aujourd'hui, nous voulons un gouvernement d'aujourd'hui qui peut revenir, peut-être vous allez me dire que je veux me répéter, le plan triennal et tout, un gouvernement qui est mis sur la base d'un certain nombre d'actions à régler dans l'immédiat, c'est-à-dire qu'à court, à moyen et à long terme, on a besoin d'un gouvernement de mission pour impacter réellement la vie du Camerounais que je suis. Et ce gouvernement doit travailler à régulariser le code électoral. C'est-à-dire que les élections au Cameroun doivent être régularisées. À travailler à ce que les 10 millions de Camerounais qui vivent aujourd'hui avec 800 francs par jour puissent vivre avec plus que cela. Et ça va impacter le panier de la ménagère, Jean Jazé. Il y a des questions aujourd'hui cruciales. Le problème foncier est là. Il faut résoudre ce problème. Les jeunes aujourd'hui n'arrivent plus à entreprendre. Parce qu'ils ont des goulets d'étranglement, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Voilà les questions dont on a besoin de résoudre. Monsieur Paul Biya aujourd'hui. Alors, est-ce que si on garde les mêmes, on ne va pas garder les mêmes problèmes? Est-ce que si on ouvre un peu, si on prend les gens qui parlent de ces problématiques au quotidien, les Cabral Libi et les autres qui en font des discours, des posts, des vidéos au quotidien pour régler ces problèmes, si on les intègre dans ce gouvernement-là, est-ce qu'on ne peut pas avoir le changement? Jean-Jacques Zé,
M. Biya, autour de lui aujourd'hui, s'il faut parler des diplômes, des diplômés, des gens qui ont fait des cursus académiques énormes, autour de lui, ils sont là. Mais pourquoi ça ne marche pas? Je parle avec les gens qui ne sont pas là. Parce qu'on est là d'accord pour le constat, c'est que ça ne marche pas. Comment trouver la solution? J'y arrive. Mais ne me suis pas chez loin, on n'a pas beaucoup de temps. Ok. Oui. Il faut prendre des gens sous un type de contrat à court, à moyen, à long terme, pour que ces personnes puissent travailler et donner les résultats sur lesquels on les value le travail. Parce que si on prend des gens, on les nomme, vous pouvez faire une vidéo. Mais peut-être vous n'êtes pas à même à être ministre des Finances. Mais vous avez fait une vidéo sur une question d'impôt par-ci par-là, mais vous pouvez être ministre des Finances. Donc il faudrait mettre... Pourquoi? Non, écoutez Jean Jazé, il faut quand même une certaine technicité. Et ça, je rejoins l'aîné du syndicat. Il faut une certaine technicité pour gérer les finances publiques. Donc à ce niveau quand même, il faut comprendre certains enjeux et ce qui se passe actuellement pour pouvoir les résoudre. Mais juste que le président Biya a longuement eu le temps de travailler. Parce que quelqu'un qui a aspiré à être président de la République ne peut pas gérer le ministère des Finances. Quelqu'un qui a aspiré à être président de la République, Jean Jazé, gérer le ministère des Finances, que sur cela. Gérer le ministère des Finances pour lui, ce n'est pas le but pour lequel il était candidat. Ça aussi, il faut le dire. Son but n'était pas d'être ministre des Finances. Son but était d'être président de la République. Oui. Donc, M. Biya aujourd'hui a les cartes à main pour donner aux Camerounais un gouvernement qui va faire sortir le Camerounais de la léthargie actuelle pour entrer vers le renouveau que lui-même appelle. Je ne parle pas de renouveau au niveau de sa politique, mais je parle de renouveau pour s'arrimer à la donne mondiale aujourd'hui, où il faut des gens qui répondent aux questions qui amènent les Camerounais à être un pays. Est-ce qu'on peut les prendre dans l'opposition? C'est plus direct comme ça. Jean-Jacques Zé, dans l'opposition, il y en a, comme dans le parti. Non, dans l'opposition. L'opposition n'est pas un Cameroun bis. C'est un Cameroun où on retrouve les RDPC, où on retrouve les autres partis politiques. Et je dis, ces Camerounais, il y en a. Mais ils ont un problème qu'ils ne veulent pas parler. C'est qu'eux-mêmes, les membres du RDPC, dans des partis qui sont talentueux, sont bloqués par les patrons politiques qui sont les ministres. Et c'est ça le véritable problème. C'est qu'à un moment donné, eux-mêmes étouffent et ne peuvent pas. On est dans les constats. On va sortir, on va proposer autre chose. Voilà. Il faut nommer, il faut mettre dans le gouvernement des Camerounais qui viennent et signent un contrat social. Un gouvernement qui signe un contrat social pour amener les Camerounais à l'émergence, tant souhaité et pour le prochain État qui sera en 2035. Jean-Jacques Massok Thomas, une union nationale avec des hommes politiques qui dormiront dans une même chambre sans toutefois faire le même rêve. J'attends voir le patriarche ne pas changer de modèle systémique et en termes de remaniement ministériel, nous allons revivre le jeu des chaises musicales comme à l'accoutumée. Ne soyons pas pessimistes. Ne soyons pas pessimistes sur cette affaire-là. Le chien ne change pas. Bonsoir. Le pourcentage de 53,66% est un indicateur chiffré de la volonté des Camerounais qui appelle de manière implicite le président à former un gouvernement d'union nationale. Ils se fonde sur le résultat. Ce geste serait la traduction de l'implémentation de son discours lors de la prestation de serment. Antoine Vundi, du côté de Douala. Alors bonsoir à votre émission. Parler du gouvernement d'union nationale est une imposture qui récompenserait les adeptes de la tentative de chaos avorté. Un candidat qui remporte une élection avec 18% d'écart avec le second doit implémenter sa politique qui a été plébiscitée. Le RDPC regorge de toutes ses compétences, la Zambo, du côté de Yaoundé. Yvan Mollet, est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement d'union nationale au regard des critiques, au regard des résultats de la dernière élection présidentielle? Jean-Jacques, merci beaucoup pour la question. C'est quoi le gouvernement d'union nationale conteste camerounais? C'est ça qu'on appelle régulièrement le partage du gâteau. Concrètement, vous ça, partage du gâteau. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. La plupart des opposants au Cameroun, aujourd'hui, ils ne revendiquent pas forcément le changement, mais chacun milite pour sa poche, pour son ventre. Beaucoup aujourd'hui ont été opposants hier, mais se sont ralliés totalement au régime, alors qu'ils ont décrié que le régime ne parvenait pas à satisfaire certaines préoccupations du peuple. Mais lors de ces élections présidentielles, tu as vu des soutiens qui venaient de gauche à droite, des partis d'opposition, mais on se demandait de quoi les questions concrètement. Le Cameroun, dans sa configuration, a toujours eu un gouvernement d'union nationale. Depuis la venue du président Biya au pouvoir, il a toujours
travaille avec des personnes, surtout l'étendue du territoire national. Mais est-ce que c'est ça véritablement qu'on a besoin pour la construction d'une nation? Je ne pense pas. Nous avons besoin des technocrates. Si nous regardons la plupart de ces ministres aujourd'hui, la plupart sont des politiques. Nous n'avons pas toujours besoin de politiques. Les politiques ont un jeu, oui, mais nous avons besoin de technocrates. Par exemple, on met un philosophe au ministère de la Santé. Un infirmier au ministère des Travaux. C'est irréaliste. C'est pas son dernier diplôme. Qui nous prend sa formation de base. C'est ça sa formation de base. Son dernier diplôme. Il y a des gens ici qui ont pour premier diplôme la maçonnerie, mais ils ne sont pas maçons. Voilà, il a été réorienté. Allons-y, non, vraiment, il faut pas aller à ce jeu-là. On est d'accord sur le principe. Soyons sérieux. Oui. On ne peut pas construire un pays. Regardons par exemple en Chine. La plupart des ministres en Chine sont des ingénieurs spécialistes dans le domaine. Donc on peut construire un pays à des ingénieurs seulement? Bien évidemment, pas seulement, mais à 80%, ça doit être des technocrates. Oui. À 80%. On ne peut pas prendre un infirmier, il vient gérer les finances. Il va comprendre quoi des impôts, des taxes et autres. C'est pour nous amener vers la rouille. On ne doit pas toujours résumer, le poste ministériel au quota, aux élections présidentielles, aux élections... Mais le gouvernement d'union nationale n'annule pas la possibilité d'avoir des technocrates. Parce que même dans l'opposition... Si on prend un ministre, on prend un acteur de la société civile, on parle même au ministère, je ne sais pas trop quoi, de la femme de la formation professionnelle. Acteur de la société civile, c'est pas un diplôme, c'est pas... Non, je pense peut-être, on prend... L'information. Vous avez parlé d'union nationale, c'est ça que vous dites que si on prend... un militant ou un président d'un parti politique de l'opposition, on le met à la formation. Mais qui a le background nécessaire. Qui a le background nécessaire. Non, c'est pour dire qu'il n'aura pas d'impact au changement du pays. Non, peut-être qu'on se comprend pas. C'est que tu dis à une limite parce que dans le domaine justement des technocrates, si on prend le domaine de l'enseignement au Cameroun, le président Biya n'a fait que ça, mettre des enseignants chevronnés, avec le ministère de l'enseignement secondaire. C'est un professeur qui est là-bas. Le ministère de l'éducation de base, c'est un professeur qui est là-bas. Le ministère de l'enseignement supérieur, à l'époque même quand c'était un tout, c'était le professeur Joseph Ouna. Mais est-ce que ces secteurs-là sont les secteurs qui se portent mieux? L'enseignement est l'un des grands malades de ce pays. Nous savons tous que le Cameroun aujourd'hui souffre de maux qui mine la société. C'est-à-dire que le problème ailleurs. Non, c'est pas que le problème ailleurs, mais c'est une partie de la solution des différents problèmes. On doit commencer bien quelque part avant d'arriver. S'il fait qu'on résume 80% des technocrates. 80% des technocrates pour une amélioration vraiment, pour la résolution des problèmes. Qui on peut en prendre dans le RDPC ou ailleurs. Oui, partout. Il est même important. Il est important même qu'ils ne viennent pas totalement du RDPC, qu'ils aient la capacité de pouvoir justifier leur rôle lors de leur passage à des postes ministériels. Parce que quand tu viens en tant qu'opposant, tu as un devoir de rendement pour pouvoir justifier. Bon, dans un pays normal, on a rendement. Et je vais souligner, l'une des choses aussi est d'avoir un cahier de charges et un devoir de rendement. On ne doit pas seulement nommer pour nommer. Quand on nomme un ministre, on doit lui donner un cahier de charges, on doit lui exiger le rendement qu'il doit nous finir après ces 5 ans, ces 3 ans. Dans ce rendement-là, il y a une partie politique. Il ne faut pas qu'on te tape dans ton village. Non, dans ton village, tu n'es pas ministre de ton village. J'ai un ministre de la République. Non, je n'ai pas ministre de politique pour être ministre. Ça existe également, cette lecture politique, parce que le ministre a un côté politique, mais que celui qui non prend en compte. Ça limite, parce qu'il doit également garantir sa réélection. C'est ça qui limite aussi. Mais c'est partout comme ça. C'est ça qui limite. C'est ça qui garantit sa réélection. C'est ça qui limite aussi la compétence de ce ministre-là. Je vous prends par exemple, lors des élections présidentielles, on a vu les contributions qui venaient de 50 millions, des ministres qui donnaient 200 millions. Dès le moment qu'il va être élu, la première chose à faire, ça sera de réempocher son argent qu'il a investi sur ces élections-là. Il va passer, se préoccuper de savoir si les routes sont bien faites, si un budget de la route est de 5 milliards. D'accord. Mais n'oubliez pas que quand on évalue un ministre, on évalue également son côté politique. Quel est l'apport politique? Parce que quand on est au pouvoir, c'est pour se maintenir. Voilà. Abou depuis Montréal, bonjour, bonsoir là-bas. Il est quelle heure? Il est moins 5 heures. D'accord. Donc c'est pas encore la nuit là-bas, c'est ça?
Il n'y aura pas de remaniement, sinon c'est l'explosion du gouvernement. Eux tous là savent que ce n'est plus le président qui décide. Le vieux est fatigué. Lors de sa prestation de serment, on a tout compris. Ça vient de Montréal qui dit que dans tous les cas, c'est même pas lui qui déciderait de la formation du gouvernement. Une fois de plus, bonsoir. On a vu en France un capiste, celui qui a le CAP, être Premier ministre au nom de Pierre Bérégovoy. Il faut juste des performances. Emmanuel Metta, depuis Douala, qui nous éloigne un peu des gros diplômes dans le profil. Bonsoir. Voici une formulation plus élégante, claire et structurée de votre opinion. Voilà, allez-y donc. Jean-Jacques, très belle émission. À mon sens, le remaniement d'un gouvernement ne constitue pas une panacée. Pour avoir servi dans l'administration, je suis convaincu que le véritable progrès repose avant tout sur l'engagement de chacun à donner le meilleur de soi-même. Il incombe également aux responsables d'assurer un suivi évaluation rigoureux tout en disposant des moyens nécessaires pour mettre en œuvre leur politique. Enfin, l'instauration d'une véritable culture de la sanction est indispensable. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons faire avancer le Cameroun. Bonne continuation, Roger Atonwana est là. Lucien Bidima, la question sur le gouvernement d'union nationale, est-ce qu'elle est opportune, cette question? Jean-Jacques, je suis très content qu'après le premier sujet, vous avez fait la transition sur ce sujet pour comprendre qu'il y a des compétences. Vous voyez, maintenant, on discute science. On ne discute plus bagarre. Ouais. Donc, c'est les spécialistes maintenant qui peuvent parler pour instruire. Et là, j'ai reconnu mon fils. Ouais. J'ai apprécié son analyse. Vous voyez un peu cette importance de respecter chacun dans son domaine. Et je vais répondre en une seconde. Je voulais vous dire que si j'apprécie beaucoup Samuel Eto'o parce que c'est l'un des hommes de football qui étudie le plus. Il essaye d'étudier tous les jours. Et ça, vraiment, j'apprécie cette humilité à apprendre. Alors, je voulais dire, entre autres, il y a une école qui me passionne ici au Cameroun. On appelle ça l'Institut supérieur de management public. À l'Institut supérieur de management public, entre autres, ils font les DCS, les Master 2. J'ai eu la chance de faire cette école. C'est que vous soyez administrateur civil, que vous soyez médecin, que vous soyez ingénieur, vous partez à l'Institut supérieur de management public qui essaye de vous recadrer sur le plan de management. La fonction des ministres n'est forcément pas une fonction productive parce qu'elle obéit à deux logiques. D'abord, une logique politique, et je suis d'accord avec vous. Parce que quand le président de la République vous nomme, c'est parce qu'il a une vision politique dans votre secteur d'activité et il se demande est-ce que vous pouvez valablement réagir à cette vision. La deuxième, bien évidemment, elle est une feuille de route du gouvernement. Parce que le président de la République définit la politique de la nation. Et ceci dans tous les secteurs d'activité. Et de cette politique de la nation, on cherche les gens qui peuvent implémenter cela. Et vous voyez, dans ce deuxième volet, il y a le management. Soi-même, on ne peut pas être ingénieur. Mais on peut avoir la capacité d'associer les différentes intelligences pour atteindre son objectif. D'où par exemple le plan stratégique ou les feuilles de route qu'on doit mettre en place. Et là, je suis d'accord avec vous, parce que à partir de ces feuilles de route-là, à partir de ce plan stratégique, à partir de ces feuilles de mission, qui ont des missions claires, des objectifs bien déterminés et à atteindre, le Premier ministre, donc chef du gouvernement, devrait donc avoir la capacité, non seulement de organiser, mieux organiser, mais de faire le suivi, mais également l'évaluation de ces feuilles de route, d'où les conseils de cabinet. Et à partir de là, quand vous voyez, effectivement, on peut être forcément un juriste et diriger le ministère de la Médecine dès lors qu'on a la capacité d'atteindre le deuxième volet que j'ai dit, de manager, de trouver les intelligences qui vont vous accompagner dans le premier volet, c'est-à-dire la vision du chef de l'État par rapport à cela. Parce qu'il faut dire, et je suis d'accord avec M. Mbolo, le président de la République a gagné son élection. Pour qu'il gagne cette élection, il a mis en place une feuille de route. Il a proposé aux Camerounais sa vision politique, sa vision économique, sa vision sociale. Qu'ils vous prennent, vous soyez de l'opposition, vous ne viendrez pas implémenter votre vision. Vous devez implémenter la vision du président qui a été élu parce que, au final, c'est lui seul qui va rendre compte
auprès du peuple. C'est lui qui a un bilan. Alors, si vous observez un peu l'activité politique depuis 1992, avec l'avènement du multipartisme, le président Paul Biya a toujours associé les forces divergentes au RDPC, c'est-à-dire de sa famille politique. Et pourquoi? Parce que il est dans cette lancée, quand par exemple il a travaillé avec Kodok, Kodok avait une autre expérience. Il est dans cette vision, dans cette lancée, d'associer toutes les énergies capables de mener sa vision et de l'implémenter, quitte à ce que les résultats quand même escomptés soient les siens sur le plan politique. Alors aujourd'hui, parler de gouvernement d'union nationale au gouvernement, je m'étonne et je reviens sur mon fils qui a dit la vérité. Pourquoi? Le gouvernement dont nous sortons, Issa Chiroma Bakari, pratiquement est le ministre du président Biya. Depuis pratiquement 25 ans, vous avez souligné. Belobou Maïgari était aussi dans notre parti. Vous voyez, il y avait Momo, il y a même Mustafa. Donc on se retrouvait là avec 2 ou 3, voire 4 partis politiques. Il y a Momo. Il y a Momo. Il y a Momo. Le ministre Momo, c'est un ami. Non, il y a Momo. Le ministre Momo, c'est un ami. C'est un homme formidable. Écoutez, c'est un ministre formidable. J'ai eu le temps de discuter avec le ministre Momo. Il a une capacité d'appropriation d'un certain nombre de choses, une humilité conséquente. Donc, il est ministre du parti pour le moment. Alors, mais j'ai dit, ce que les Camerounais doivent savoir, on ne peut rien imposer au président Paul Biya. On ne peut nullement imposer au président de la République ni la durée, ni le temps, véritablement pour faire un remaniement ministériel. Comme on ne peut pas imposer les hommes. Parce que tout ce que vous voyez là, les fake news là, les gouvernements qui sortent et qui reviennent, ont 2 objectifs. Le premier, c'est de griller un certain nombre de personnalités. Parce que aussi, il y a ce qu'on appelle la discrétion au niveau de la nomination. Un chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui aime être imposé par qui que ce soit. Elle dit que les Camerounais se lèvent et ils disent que c'est tel qui doit être à tel poste, le président ne l'aime pas. Parti tel. Oui, ou faire partie tel. Le président seul. Non, vous avez parlé de la nomination sur le volet politique. L'une des critères principales est la popularité de ces hommes politiques au poste ministériel. Il y a des ministres aujourd'hui qui sont tellement impopulaires dans les zones. Il y a des ministres qui ont été battus à couture dans les zones. Est-ce qu'ils méritent encore ça? Et je voudrais vous dire que un homme politique ne réfléchit pas comme vous. C'est moi. Mais moi, je suis un homme politique. Vous pouvez être... On peut vous battre dans votre village. On peut vous battre dans votre village. Mais vous avez l'ancrage, par exemple, sur le plan international, à mener des investissements par rapport à vos propres relations que personne d'autre à l'extérieur ne connaît. Que moi, on a vu les gens perdre dans le Nkam. Vous comprenez? Ils sont restés dans le gouvernement. Voilà. Ouais. Moi, je vous fais confiance. Un chef de l'État, lui, réfléchit gros. Et vous allez voir que vous pouvez dire qu'il y a telle région qui n'a pas voté le président Paul Biya, mais le président Paul Biya va favoriser cette région. Ou tel autre a pu voter Paul Biya et le président Paul Biya n'est pas obligé forcément de faire avec eux. Parce qu'il a une vue globale au niveau du gouvernement. Alors, faut-il penser, parce que nous les hommes politiques, on regarde le discours politique. Le discours politique du président Paul Biya fait transparaître que effectivement il a tendu la main. Mais je suis contre ceux qui croient qu'il a tendu la main à Issa Chiroma Bakari, mais non. Il y a eu 12 candidats. Il y a même en dehors de ces candidats des autres partis politiques. N'est-ce pas si le président Paul Biya, lui, il voit qu'aujourd'hui, pour mieux faire l'ancrage de l'apaisement dont il sollicite, la paix dont il sollicite, le développement dont il sollicite, il décide de faire avec le MRC. Vous allez lui dire qu'il ne doit pas faire avec le MRC. C'est lui seul qui sait l'importance du MRC. Comme il peut décider de faire avec Cabral, Libye. Comme il peut décider de faire avec Joshua. Mais ne venez pas imposer au président de dire que, comme l'autre a eu, je ne sais pas 30 et combien de pourcents, là, je n'en sais plus, il faut forcément faire avec lui, non. Le choix politique, d'un homme politique, le président Paul Biya était seul face au peuple. Je dis seul. Même nous, les RDPC, on ne peut pas dire que c'est nous qui avons donné la victoire du président Paul Biya. Et je continue à dire aux gens, si Paul Biya, lui, ne s'était pas présenté, est-ce qu'on serait sûr que le RDPC allait passer l'élection? Bonne question. Alors, je dis, c'est le président Paul Biya qui a passé son élection. Ça veut dire que nous tous là, il y a eu les RDPcistes qui ont voté le président Paul Biya, les non-RDPcistes qui l'ont voté.
Parce que souvenez-vous, même au niveau... des PCs qui ont voté contre il y a au niveau de la diaspora quelque chose qui a été incroyable. Même là, on croyait que le président Paul Biya n'allait pas avoir une voix. Mais le président Paul Biya venait quand même en deuxième position. Ça veut dire que même là-bas, il faut associer cette diaspora-là qui voit les choses autrement. D'accord. Alors moi je conclus en disant qu'il faut peut-être aller dans le sens que le président Paul Biya est là, j'en suis certain. Il a demandé, il a tendu la main à tout le monde. Mais il ne faut pas mettre de côté, je suis avec vous d'accord, mon cher fils, le problème de la technocratie. Parce que quand même, ce pays, on ne peut plus continuer à prendre tel parce que tout simplement, on a fait filer un nom. Alors qu'au fond, cette personne-là ne peut pas faire le travail. D'où les lettres d'émission. D'où le plan stratégique clair du gouvernement. D'accord. D'où la remise en cause permanente. Aujourd'hui, le gouvernement doit être capable de faire une remise en cause permanente. Et d'où la bonne communication. D'accord, merci. On n'a plus que 5 minutes. Bonsoir le plateau. Je ne suis pas totalement de l'avis de certains panélistes sur le plateau. C'est votre droit. Pendant l'élection présidentielle, j'ai participé au débat public. Il était très enrichissant. Tous les candidats à quelque chose près, surtout les jeunes, dans un enthousiasme empreint de patriotisme, faire des propositions très constructives. Chacun a proposé concrètement. Matomba, par exemple, a fait de très belles propositions, notamment sur la refondation systématique de l'État, ce qui est précisément ce qu'il faut au Cameroun. Il ne faut donc pas croire que ces hommes politiques ne sont là que pour le positionnement, même si l'un d'eux entre au gouvernement, ce sera pas forcément pour sa part, un peu de mapartisme, ça doit surtout être pour apporter un plus à l'édification de notre pays. Guégim, les Moog, du pur sang, on a compris cela. On va sortir de cette... Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui font pression pour avoir le gouvernement d'union nationale, même si ce n'est pas une nouveauté, ne sont pas dans le sens simplement du partage du gâteau? Ceux qui font pression aujourd'hui, Jean Jazé, pour la plupart, veulent avoir une place au soleil. Parce que ceux qui savent ce qu'ils valent, ceux qui savent ce qu'ils peuvent apporter au Cameroun, apporter les idées. Et c'est à travers les idées qu'on juge qu'ils peuvent apporter un plus ou non. Aujourd'hui, le chef de l'État a atteint un niveau de gouvernance où il sait ce qui est bon actuellement pour le Cameroun. Même comme il peut faire des erreurs, parce qu'il en a fait tout le temps. Aujourd'hui, il a 43 ans au pouvoir, il a fait des erreurs. C'est pourquoi tout le temps, il a changé son gouvernement pour impulser quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, le chef de l'État sait où il va. Et nous voulons, en tant que population camerounaise, une reformation de la psychologie du jeune. Parce qu'il faut dire aux jeunes qu'aujourd'hui, il n'est plus temps d'aller porter les bâches lors des meetings du parti politique de mon père Bidjima qui est assis ici. Il ne faut pas aller porter les bâches. Il est temps aujourd'hui de demander à nos papas, on était déjà d'accord, de demander à nos papas aujourd'hui de nous applaudir quand on avance. D'accord, bonsoir, félicitations pour le second thème, félicitations aux camarades Hubert Volo. JZ, il faut rappeler aux uns et aux autres que être ministre ne veut pas dire qu'on maîtrise le domaine. Cependant, il faut être bien entouré et avoir une probité morale pour éviter de prendre des décisions égoïstes, savoir aller sur le terrain pour être à la recherche du savoir général ayant ses atouts. Tout le monde peut diriger un département ministériel, c'est ton frère et ami Patrice Christ Guidjol. Comment comprendre ça aujourd'hui? Union nationale, est-ce que c'est parce qu'on a entendu le président parler de la main tendue? Non, je crois que je dis que le diagnostic est biaisé. Et je ne sais pas pourquoi les gens veulent disculper le président Biya, bien qu'il ait été élu. Pourquoi le Cameroun démarre, ce n'est pas le gouvernement de l'Union nationale? On reproche au président Biya de n'avoir pas fait le conseil des ministres pendant 14 ans. Oui. C'est ça qui met tout le monde sur le droit chemin. Que vous soyez technocrate ou vous soyez récompensé politiquement. Il devra vous rappeler dans le cadre d'un conseil des ministres, monsieur, c'est vrai que je t'ai nommé pour contenter les gens des ceux. Mais en même temps, il y a que on doit. On t'a quand même mis à la tête du ministère de l'emploi et des machins. J'attends de vous. Mais sauf que l'autre chose que les gens doivent savoir, le président Biya, c'est lui qui contrôle tout. La preuve, lors de la session de novembre qui est en cours, les propositions et tout ce qui est en matière de budget, dès que vous avez fini de faire, ça part à la présidente de la République. C'est lui qui va finir la politique. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez votre vision. Si ce n'est pas en accord avec ce qu'il veut, on change. On change. Oui. C'est pour ça que les gens qui accusaient Issa Chiroma de n'avoir rien fait pendant qu'il était ministre, il les avait traités de naïfs
ou alors c'était juste mais pas de manière absolue. Pas de manière absolue. Parce qu'en réalité, pas de manière absolue. On a dit il faut mettre ça en exécution. Oui, moi il faut mettre en exécution. Oui, quand le maire quand même voit le bilan qui est fait. Pour finir, je dis que le gouvernement d'Union nationale est sans objet. C'est la distraction. C'est de la pure distraction. Ce ne sera pas le déclic du développement. Si jamais, puisque le président Biya a prêté serment, en bon républicain, on est obligé de respecter ça, même si nous ne sommes pas très d'accord avec ça. Nous lui demandons maintenant, justement, après avoir désigné un certain nombre de personnes, au vu de la contentation, parce que là, il va falloir qu'il désigne de nouvelles personnes pour apaiser. D'abord, parce que le peuple en a besoin. Le peuple a besoin du sang. Merci. Après cela, qu'il enclenche la dynamique de contrôle. On a la preuve qu'il parle. Le suivi, le contrôle, l'attention. Qu'il les ramène au palais de temps à autre pour leur dire, voilà là où je veux vous contacter. Yvan, est-ce qu'on ne s'arrête pas seulement au gouvernement alors qu'il y a c'est assez vaste? Est-ce que c'est seulement parce qu'on veut des nouvelles personnes qu'on évoque la question? Non, il n'est pas forcément question de nouvelles personnes. Désolé pour la tautologie. Le problème ici, le problème des Camerounais est la souffrance. Le Camerounais lambda aujourd'hui vit à peine avec 800 francs par jour. Vous savez que 800 francs par jour ne vous permet pas de vous déplacer d'un endroit X à un endroit Y. Si vous buvez la bière, c'est fini à la minute. Vous voyez que c'est compliqué. Même le jus. Donc, c'est de ça qu'il est question, Jacques. C'est de ça qu'il est question. Si, peu importe qui est au poste ministériel, si les Camerounais parvenaient à vivre aisément, on n'allait jamais soulever ce genre de questions. De qui est ministre, qui n'est pas ministre, de qui a été voté. Non! Aujourd'hui, on met ces problèmes sur la table parce que nous sommes dans une souffrance profonde. C'est pourquoi le Camerounais, en lambda, se dit non. Toi, mon frère, quand tu as nommé là-bas, c'est parce que tu es venu nous dire de voter tel qu'on a voté tel. Mais maintenant, quand on t'a voté, tu nous as abandonnés, tu nous as oubliés. Aujourd'hui même... Et ça devient compliqué. Ça doit être la poussière des VX. Pour conclure, comme proposition, moi je vais dire ceci. J'ai pris l'exemple de la Chine. 30 secondes. Oui, en moins de 30 secondes même. J'ai pris l'exemple de la Chine tout à l'heure. Nous devons regarder ce qui se fait bien ailleurs. Comment des nations se sont développées, par quelle stratégie, par quel moyen. Essayer de copier celle-là. Et à base de ça, le champion de Bidima n'a aucune stratégie. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais il dit qu'il peut mieux faire. Il peut mieux faire. Il peut se référer à ses voisins pour pouvoir voir ce qui se fait bien là-bas. Voisins? Même en Côte d'Ivoire, ils sont bien. D'accord. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en 2000, on était devant la Côte d'Ivoire au niveau du PIB. Il y a des procès chez les voisins. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu échanger avec nous autour de cette problématique. Demain, on sera encore là. On aura un regard politique, bien évidemment. Le Grand Soir, c'est votre émission. On vous demande d'être ces participants fidèles. Qu'est-ce qu'il y a? Non, nous vous demandons merci de nous avoir. Vous voulez chuter à ma place? Non, du tout. C'est d'accord. Consultant. Non, deux choses. Si vous voulez, comme vous voilà, merci de nous avoir regardé. En tant qu'homme politique, je vous demande de rejoindre les citoyens actifs du Cameroun. Qui ouvre les portes à tous les citoyens pour être investis lors des processus. Le siège est où? Voilà, le siège est à Biteng, non loin du complexe Foué. Si vous voulez. Biteng là-bas? Biteng là-bas, vous voulez pas Yaoundé là-bas? Ça vous fout. Il y a des ministres qui Merci, bonne soirée.